Bien, bonjour et bienvenue à tous. La dernière fois, nous avons vu comment la piété filiale prend une dimension à la fois cosmique et politique, on pourrait dire cosmopolitique, dans le livre canonique de la piété filiale, dans le Xiaojing, dont nous avons vu qu'il s'agit probablement d'une compilation d'époque Han, c'est-à-dire donc nous sommes 2 siècles avant Jésus-Christ, 2 siècles après. Une compilation qu'on est tenté de qualifier d'ouvrage de propagande, tant la motivation idéologique est évidente. Elle s'exprime dans une rhétorique martelée de manière très pesante et visant de toute évidence à étayer le nouvel ordre centralisé conquis par Qin, donc le premier empereur, et consolidé par cette dynastie Han, qui a donc duré 4 siècles aux alentours de l'ère chrétienne. Alors, la dimension cosmique de la piété filiale, on l'a vu, est développée dans cette section intitulée Sancai, c'est-à-dire donc les 3 puissances cosmiques que sont le ciel, la terre et l'homme, Tiandiren, donc l'homme au milieu. Je vous rappelle ici donc cette fameuse explication, bien sûr qui n'a rien d'étymologique, mais du caractère Wang que vous avez ici sur la diapositive, voilà, qui est composé donc de 3 traits horizontaux représentant en haut le ciel, en bas la terre et l'homme au milieu, et le trait vertical qui passe entre ces 3 traits donc représenterait le souverain, qui est une sorte d'axis mundi qui relie donc ces 3 puissances cosmiques, puisque ce caractère Wang veut dire justement le roi. Alors, ces 3 puissances cosmiques, on l'a vu, se trouvaient affirmées dans le chapitre dédié au ciel, le Tianlun du Xunzi, que vous avez en rappel en haut de la diapositive. Donc, la piété filiale prend une dimension cosmique en devenant le moteur même de l'action humaine, qui est elle-même mise en rapport homologique avec l'activité du ciel-terre. Alors, dans le même temps, la piété filiale prend une dimension politique en faisant du lien organique de sang entre le fils et son père, c'est-à-dire donc ce rapport filial du xiao que vous avez ici en rouge. Donc, en faisant de ce lien organique le modèle, en quelque sorte matriciel, du rapport politique entre donc, le sujet ou le ministre et son prince, qui est donc désigné par cette notion de zhong, c'est-à-dire de loyauté que vous avez ici. La graphie de ce caractère a souvent été exploitée puisque c'est un caractère qui est composé de l'élément zhong, qui veut dire le milieu ici, qui surmonte le radical du cœur. Autrement dit, donc la loyauté, quelqu'un qui est loyal, au fond, on peut dire que c'est quelqu'un qui a le cœur au milieu, et non pas, disons, déviant ou sur le côté ou un cœur duplice, c'est un cœur bien centré. Alors, il y a ici aussi un continuum qui permet de passer sans rupture du rapport fils-père au rapport ministre-prince, et qui se traduit, donc on l'a vu, par la récurrence de ce verbe yi, ici, que vous avez ici,
qui désigne un mouvement de translation, l'action de transférer ou de transposer. Donc on a vu qu'il y a une sorte de translation entre le rapport filial du fils au père vers ce rapport plus spécifiquement politique du sujet ou du ministre vis-à-vis de son prince. Vous avez un rappel de ce rapport homologique dans les entretiens donc attribués à Confucius en bas de la diapositive au livre 2 à la section 20. Vous avez ce personnage donc de Ji Krangzi qui est un des hommes forts du pays natal de Confucius, du pays de Lu, qui est en fait une sorte d'usurpateur et qui vient demander donc à Confucius, Ji Krangzi wen, shi min jing zhong yi quan ru zhi he, c'est-à-dire donc comment faire en sorte que le peuple soit encouragé à être respectueux et loyal. Et le maître répond, donc Ziyue, lin zhi yi zhuang ze jing, xiao ci ze zhong, ju shan jiao bu neng ze quan. Donc, le maître répond que, en fait, il suffit, il s'adresse donc à cet usurpateur, donc il suffit que vous traitiez le peuple avec respect, avec égard, et vous serez respecté. Et il suffit que vous soyez xiao, bon fils pour vos parents, et ci, et bienveillant pour tous, et vous serez automatiquement servi avec loyauté. Et le conseil suivant, c'est promouver, élever donc les hommes de valeur et éduquer donc les moins compétents, et tous se verront encouragés dans le bon sens. Donc ici, la leçon du maître, c'est de dire au fond qu'il n'y a pas de recette pour obtenir l'obéissance ou la soumission du peuple. Il suffit pour le souverain justement de montrer l'exemple, c'est-à-dire donc il suffit qu'il soit filial envers ses parents et qu'il soit respectueux envers les autres pour que le peuple suive naturellement, et donc il n'y a pas besoin en fait d'exercer une coercition particulière. Tout se fait de manière naturelle. Donc nous avons ici donc le sujet ou le ministre qui sert son prince comme le fils sert son père, et la loyauté, donc le zhong, qui est donc finalement la traduction politique de la piété filiale, du xiao, ou si l'on préfère, la loyauté serait l'extension du sentiment filial du père vers le prince, c'est-à-dire qu'il y a translation de cette filialité qui se transforme en loyauté quand elle passe du père au prince. Autrement dit, on a ici le moyen de fonder l'ordre politique dans un ordre des choses prétendument naturel, c'est-à-dire celui de la filiation. Donc, vous avez ici justement la force de ce lien politique qui vient du fait qu'elle trouve son modèle justement dans une relation organique de sang entre le fils et le père. Et comme nous allons le voir, ce processus d'extension se fait lui aussi dans un continuum. Mais il passe par différentes étapes qui sont en rapport d'homologie, c'est-à-dire que toutes les étapes de ce processus se présentent sur le même modèle, mais à des échelles différentes. Alors, ceci va vous paraître un petit peu abstrait pour l'instant, mais je vais maintenant m'employer à illustrer donc ce rapport d'homologie. Alors, je vous inflige
un dernier passage donc, de ce terrible Xiaojing, de ce livre de la piété filiale, parce qu'il vous montre bien justement ces étapes dont je viens de parler. Alors, encore une fois, nous avons donc un propos qui est placé dans la bouche du maître, c'est-à-dire de Confucius. Ziyue, le maître dit, Xi zhe, Ming Wang zhi yi xiao zhi tian xia ye, bu gan yi xiao guo zhi chen, er kuang yu gong hou bo zi nan hu, gu de wan guo zhi huan xin, yi shi qi xian wang. Donc, Xi zhe, donc autrefois, les Ming Wang, on serait tenté de traduire, enfin en venant d'un contexte européen, les rois de lumière, littéralement, les rois éclairés, mais en fait là ça induirait un petit peu en erreur. Il ne s'agit pas de l'idéal des Lumières, justement du souverain éclairé. Ici, il s'agit en fait d'une sorte de lumière qui émane des sages rois, une sorte d'aura charismatique qui émane d'eux et qui répand de la lumière autour d'eux. C'est leur vertu qui est lumineuse, comme on va le voir un peu plus tard. Donc autrefois, ces rois qui émanent la lumière de leur vertu, yi xiao zhi tian xia, donc gouvernaient le monde sous le ciel par la piété filiale. Donc c'est par la piété filiale que ces rois gouvernaient tout ce qui est sous le ciel. Et ils n'auraient jamais eu l'impudence de regarder de haut les ministres des petits pays, des xiaoguo zhechen, donc les petits pays ou les petites vassalités, et a fortiori donc les ducs, les marquis, les comtes et les barons. Autrement dit, donc ici nous avons des rois sages qui justement ont cette aura lumineuse de vertu, qui inclut justement dans leur gouvernance vraiment tous les pays, y compris donc les plus petits. Et c'est ainsi qu'ils s'assuraient le huanxin, c'est-à-dire l'adhésion enthousiaste, on pourrait dire, des wanguo, des 10 000 pays, dans l'entretien du culte rendu à leurs ancêtres royaux. Autrement dit, donc ici nous avons l'image du Fils du ciel qui inclut, lorsqu'il rend un culte à ses ancêtres, qui inclut véritablement tous les pays qui sont sous sa gouvernance ou sous son autorité. Donc là, vous avez, si vous voulez, l'échelle la plus étendue, c'est-à-dire tout ce qui est sous le ciel, le tianxia sur la première ligne. La deuxième étape, c'est zhi guo zhe, bu gan wu yu guan gua, kuang yu shi ming hu, gu de bai xing zhi huan xin, yi shi qi xian jun. Donc, ceux qui gouvernaient un pays n'auraient jamais eu l'arrogance d'humilier les veufs et les esseulés, et a fortiori les officiers et les gens du commun. C'est ainsi qu'ils s'assuraient l'adhésion enthousiaste des sans-familles, c'est-à-dire c'est une manière de désigner le peuple, dans l'entretien du culte rendu à leurs ancêtres seigneuriaux. Donc là, ici, nous passons à une échelle plus restreinte, c'est-à-dire l'échelle du pays. Et là, en fait, le souverain d'un pays, quand il possède cette sagesse, il ne se permettrait pas de regarder de haut ou de négliger même les gens les plus humbles, c'est-à-dire donc les veuves, ceux qui sont seuls, ceux qui n'ont aucun pouvoir. Et la troisième étape, c'est, vous l'avez donc ici, donc je l'ai souligné en rouge,
c'est l'échelle de la famille. 治家者不敢施于臣妾，而况于妻子乎？故得人之欢心以事其亲. Donc, ceux qui étaient à la tête d'une famille ou d'un clan n'auraient jamais eu l'idée de négliger leurs serviteurs et concubines, et a fortiori leurs épouses et leurs enfants ou leurs fils. C'est ainsi qu'ils s'assuraient l'adhésion enthousiaste des membres du clan ou de la famille dans le service de leurs parents. Donc, vous voyez ici que ces trois étapes sont présentées de façon analogique. C'est ça qui me fait parler de ce rapport homologique entre ces trois échelles. Donc, tout ce qui est sous le ciel, le monde entier, ensuite le pays et ensuite la famille. Et chaque fois, vous avez donc le même type de rapport et le même type de gouvernance sage qui s'exerce. Donc la phrase de conclusion, c'est « Furan, gu sheng, ze qin an zhi, ji, ze gui xiang zhi ». Dans ces conditions, donc, de leur vivant, les parents vivaient dans la sécurité assurée par les membres de leur famille ou de leur clan, et après leur mort, leur man agréait les offrandes qu'on leur présentait. Donc ici, vous avez toujours cette phrase qui réunit justement dans un seul mouvement, au fond, le devoir d'entretenir les parents de leur vivant, de leur assurer la sécurité, et après leur mort, de continuer donc à leur offrir des sacrifices. Alors, 是以天下和平，灾害不生，祸乱不作，故民王之以孝治天下也，如此. C'est ainsi que le tianxia, le monde sous le ciel, était 和平, c'est-à-dire en harmonie et en paix. 灾害不生, les désastres et les calamités ne se produisaient pas, et les 祸乱不作, et les malheurs et désordres n'apparaissaient pas. C'est ainsi donc que ces rois brillants de leur vertu donc, gouvernaient le monde par la piété filiale. Et ce passage se termine donc très classiquement par une citation du livre des Odes, Shi Yun, You Jue De Xing, Si Guo Shun Zhi. Comme il est dit dans les Odes, à celui qui a un comportement éclairé et vertueux, littéralement les quatre pays, les Si Guo, se soumettent volontiers. Les quatre pays où on peut aussi comprendre que ce sont les pays aux quatre Orients. C'est une indication qui a son importance parce que, comme nous le verrons, donc, en étudiant l'origine de cette notion de tianxia, de tout ce qui est sous le ciel, on verra que cette vision du monde est très cadrée au sens très propre du terme, c'est-à-dire l'espace terrestre est très souvent perçu comme un espace carré, donc déterminé donc par les quatre Orients. Donc, nous avions vu dans le traité des rites, au chapitre Li Yun, c'est-à-dire l'évolution des rites, nous avions vu, placé toujours dans la bouche de Confucius, donc, un propos qui faisait des rites un moyen d'établir la continuité entre le céleste et l'humain. Alors, je relis rapidement la traduction, puisque nous l'avons déjà vu, ce passage. Donc, vous avez un dialogue entre un disciple qui s'appelle Yan Yan, qui demande pourquoi est-ce que les rites sont d'une telle importance. Et la réponse de Maître Kong Ziyue, c'est que les rites, c'est ce qui a permis aux anciens rois de seconder la voix du ciel et de réguler les sentiments
des êtres humains. Et celui qui perd ce principe de vue est un homme mort, alors que celui qui le préserve vivra. Et vous avez intercalé donc une citation du livre des Odes qui établit donc une comparaison entre un homme dénué de sens des rites avec un rat qui n'aurait pas de membres. Autrement dit, ici, il y a l'idée que sans rite, il n'y a pas d'humanité. De la même façon qu'on ne peut pas imaginer donc un rat qui soit viable sans pattes. Alors, le passage continue en disant « C'est ainsi que les rites trouvent leurs racines dans le ciel, leur modèle dans la terre et leur ordonnancement dans les mânes et les esprits. » Et les rites s'étendent sur tous les aspects donc, de la vie humaine, c'est-à-dire les rites funéraires, les sacrifices et même la pratique du tir à l'arc et la conduite du char, qui doit être aussi ritualisée, les cérémonies donc, de la coiffe virile au moment où on passe à l'âge adulte, le mariage et également donc, les audiences et les visites de cour. Et dès lors que les sages rois ont fait connaître ces rites, le monde entier, là aussi, donc vous avez cette expression que j'ai soulignée en rouge, le monde entier, tianxia, tout ce qui est sous le ciel, guo, chaque pays, et tia, chaque famille, ont pu être gouvernés dans la droiture. Alors, ce qui m'intéresse ici, dans ce passage que je viens de rappeler, c'est donc, encore une fois, ces trois échelles ou ces trois étapes que sont donc le tianxia, ce qui est sous le ciel, guo, le pays, et tia, la famille, qui sont donc dans un rapport homologique. Et ce qui est tout à fait frappant, c'est que vous retrouvez donc ces trois niveaux dans d'autres sources textuelles qu'on peut dater environ de la même époque, c'est-à-dire de la fin de l'Antiquité pré-impériale et le début donc de l'ère impériale, c'est-à-dire nous sommes aux alentours donc des 4e, 3e, 2e siècles avant l'ère chrétienne. Alors, ces trois niveaux, tianxia, guo, jia, vous les retrouvez dans un passage du Zhongyong, titre que on a toujours du mal à traduire, qu'on traduit conventionnellement par le milieu juste ou le milieu invariable, à la section 9. Et là aussi, vous avez donc un propos qui est placé dans la bouche du maître. Ziyue, tianxia guo jia ke jun ye, jue lu ke ci ye, bai ren ke dao ye, zhongyong bu ke neng ye. Donc, le monde sous le ciel, un pays, une famille ou un clan, donc, que Junye, ça peut se gouverner. Des charges et des émoluments, que Tsiye, on peut les refuser. Bairen, c'est-à-dire littéralement des lames blanches. Là justement, en fait, on a cette image très commode en français des armes blanches, donc des lames d'armes blanches, des lames nues. On peut même marcher dessus. Mais zhongyong bu ke neng ye, donc le parfait équilibre, cet invariable milieu, personne n'en est capable. Donc ici, vous avez une phrase qui reprend donc ces trois niveaux, c'est-à-dire que, au fond, gouverner une famille, gouverner un pays et même gouverner le monde entier, c'est possible. C'est une tâche difficile, mais c'est possible. De la même façon, donc, des charges et des émoluments
on peut les refuser. Ça ne se voit pas très souvent, mais c'est possible. De la même façon, vous avez des fakirs qui sont capables de marcher sur des lames nues, tranchantes. Mais il y a une chose qui n'est pas atteignable, c'est justement ce zhongyong, cet équilibre parfait. Et enfin, vous avez ces mêmes trois niveaux dans une citation du Mengzi, c'est-à-dire le Mencius, au livre 4, à la section A5, où on entend le maître Meng, donc Mencius, Mengzi Yue, dire ceci, et c'est une phrase qui est très très souvent citée. Ren you heng yan, jie yue, tian xia guo jia. Tian xia zhi ben zai guo, guo zhi ben zai jia, jia zhi ben zai shen. Donc, Maître Meng dit, les gens ont ce dicton ou cette expression consacrée. Donc, Tianxia, donc le monde sous le ciel, Guo, le pays, Jia, la famille. Et ensuite, Mengzi explicite donc le rapport entre ces trois niveaux en disant donc la racine du monde. Vous retrouvez ici ce terme de pen que j'ai eu l'occasion de commenter, donc ce fameux graphème de l'arbre avec le trait en dessous qui veut dire donc la racine. Donc la racine du monde est dans le pays. La racine du pays est dans la famille et la racine de la famille est dans le shen, la personne, sous-entendu donc du chef, du chef de famille. Autrement dit, ici, donc, à travers cette notion de pen, c'est-à-dire d'un enracinement, vous avez donc ce rapport de continuité qu'il y a entre ces trois niveaux auxquels vient s'ajouter donc le niveau de la personne du chef de famille ou du souverain, donc du pays ou du monde. Et tout en bas de la diapositive, je mets juste à titre de rappel donc cette citation du livre de la piété filiale, du Xiaojing, où vous retrouvez donc un petit peu cette même idée. Vous aviez ce propos, toujours placé dans la bouche du maître, Ziyue, Fu xiao, de zhi ben ye, jiao zhi suo you sheng ye. Donc, la piété filiale, c'est la racine de toute vertu, et donc c'est de là que naît donc tout enseignement, toute sagesse. Fu xiao, shi yu shi qin, zhong yu shi jun, zhong yu li shen. Donc la piété filiale commence dans le service des parents. Elle passe au milieu, donc, par le service du prince, et elle se termine dans, littéralement, l'établissement de soi. C'est-à-dire, vous avez ce terme de li qui veut dire littéralement mettre debout ou se tenir debout. Donc, le li shen, c'est une notion importante dans le confucianisme, c'est-à-dire que tout commence par là, c'est-à-dire tout commence et finit par là, c'est vraiment l'alpha et l'oméga de l'humanisme confucéen, c'est-à-dire donc il s'agit de s'établir soi-même en tant qu'être humain, vraiment se tenir debout. Alors donc toutes ces citations que vous avez sur cette diapositive que nous venons de lire font écho au début non moins fameux d'un texte devenu canonique, à savoir donc le Ta Xue, que l'on traduit généralement par la grande étude. Et c'est un texte auquel a été consacré un ouvrage collectif
que j'ai dirigé au Collège de France et qui vient tout juste de paraître. Donc je voulais apporter, pas simplement pour faire de la publicité, mais aussi parce qu'il entre tout à fait dans notre propos. Alors, ce texte de la grande étude, c'est quelque chose de tout à fait unique parce que vous voyez que vous avez ici donc ce texte intégral qui tient donc sur une double page ici, que nous avons donc mis à la fin dans la quatrième de couverture. Alors, ce petit texte a été véritablement, en fait, a eu une histoire tout à fait exceptionnelle. Alors, non seulement en Chine même, mais, disons, dans toute la zone d'Asie orientale où la culture chinoise a eu quelque influence, et en particulier donc en Corée, où donc Daxue se prononce Taehak, et au Japon, donc en japonais, donc Daxue donne Daigaku. Et c'est pour cela que donc nous avons intitulé cet ouvrage Lecture et usage de la grande étude, notamment donc en Chine, mais aussi en Corée et au Japon. Alors, c'est certainement donc l'un des textes du corpus canonique confucéen qui a été le plus fréquemment et largement commenté. Alors, sur une échelle tout à fait exceptionnelle, aussi bien dans le temps que dans l'espace. Alors, dans le temps, parce que c'est un texte qui a inspiré donc des siècles de commentaires pendant au moins un millénaire, c'est-à-dire au moins depuis le XIe siècle jusqu'à aujourd'hui, comme on va le voir, et dans l'espace parce que, comme je viens de le dire, il a fait l'objet de nombreux et importants commentaires donc en Corée, au Japon et aussi au Vietnam. Alors malheureusement, dans notre ouvrage, nous n'avons pas pu ouvrir le volet sur le Vietnam, faute de trouver un expert sur la question. Mais on ne peut pas toutefois s'empêcher de s'étonner donc de cette fortune aussi longue que large d'un texte aussi court. Et évidemment, on peut aussi maintenant se demander pourquoi nous avons consacré un aussi gros livre à un aussi petit texte. Alors, il faut dire que cet ouvrage provient donc d'un colloque international qui s'est tenu au Collège de France il y a quelques années et qui a choisi donc de se consacrer sur la grande étude comme un texte à part entière. Et alors là, en fait, il y a un parti pris qui n'est pas tout à fait neutre, étant donné que ce texte de la grande étude faisait originellement partie du Li Ji, c'est-à-dire du traité des rites, dont nous avons tellement parlé ces derniers temps. C'était juste donc un chapitre du traité des rites. Mais depuis le début du deuxième millénaire, et notamment depuis l'intervention donc de ce personnage important dans l'histoire intellectuelle chinoise, depuis Zhu Xi, dont vous avez les dates ici, 1130-1200, depuis Zhu Xi qu'on a pu comparer à Thomas d'Aquin. En tout cas, en fait, on peut dire que Zhu Xi a joué un rôle dans l'histoire du corpus canonique, un rôle assez analogue à celui de Thomas d'Aquin, plus près de nous. Donc, on a pris l'habitude donc de lire cette grande étude dans l'optique
imposée par Zhu Xi. Donc Zhu Xi, en fait, s'est permis comment dire, d'opérer une sorte de chirurgie radicale en modifiant donc l'ordre des sections, voire en inventant des sections qu'il n'y avait pas enfin, dans le texte original, et donc qui a fait de la grande étude un texte tout à fait nouveau, avec donc un statut autonome. Il a donc dégagé la grande étude du livre des rites en même temps qu'un autre chapitre qui est ce fameux Zhongyong dont nous venons de citer un passage, c'est ce milieu invariable. Donc Zhu Xi a isolé ces deux chapitres du traité des rites auxquels il a adjoint donc les entretiens, le Luanyu, donc les entretiens de Confucius, et le Mengzi, donc ce livre attribué à Mencius. Et il a créé ainsi une sorte de nouveau corpus canonique que l'on connaît en chinois sous le titre des 4 livres, les Sishu, en plus des 5 classiques, les Wujing, hérités donc de l'époque Han, c'est-à-dire donc, je les rappelle, ces 5 classiques. Vous avez le Yijing, c'est-à-dire le livre des mutations ou du changement, le Shijing, le livre des odes, qui est très souvent cité donc dans nos sources anciennes, le Shujing, donc le livre des documents, le Chunqiu, les annales des printemps et automnes, qui sont des annales du pays de l'eau, le pays natal de Confucius, et enfin le Liji, c'est-à-dire le traité des rites, qui nous a pas mal occupés donc ces derniers temps. Donc l'intervention de Zhu Xi a naturellement provoqué en fait un certain nombre de réactions, notamment sous la dynastie des Ming, au XVe, XVIe siècle, notamment chez cet autre grand penseur qu'est Wang Yangming, qui a eu donc une très grande influence en Corée et au Japon. C'est pour ça que, notamment après donc justement ces critiques de Wang Yangming, vous avez également un certain nombre de commentaires importants qui se sont développés donc en Corée et au Japon. Et donc, avec l'inclusion donc de ce texte de la grande étude au sein des 4 livres, qui représente, comme je l'ai dit, un nouveau corpus canonique qui a été rendu obligatoire pour les examens civils, ou ce qu'on appelle en français les examens mandarinaux, au XIIIe siècle par la dynastie mongole des Yuan. Ça, ce n'est pas le moindre des paradoxes que justement, en fait, ce soit une dynastie non chinoise, la dynastie mongole, qui ait rendu ce nouveau corpus canonique obligatoire, bon, donc pour les examens destinés donc à l'entrée dans la bureaucratie impériale. Donc, avec cette inclusion, la grande étude se voit attribuer donc un rôle nouveau de manuel de gestion politique, tandis que les 3 autres livres, c'est-à-dire donc le Zhongyong, le Luanyu et le Mengzi, donc, sont censés traiter d'autres aspects de la formation du parfait serviteur de l'État impérial. Donc là, vous avez dans ces 4 livres, au fond, une sorte de manuel de base pour les futurs donc, bureaucrates ou serviteurs de l'État impérial. Alors, dans notre ouvrage collectif, le professeur Martina Deutschler, qui est vraiment une très grande dame des études coréennes et là, vraiment une très grande spécialiste du confucianisme coréen, n'hésite pas à affirmer que ce texte de la grande étude est véritablement le texte du canon confucéen
qui a été le plus influent, qui a exercé le plus d'influence en Corée. Elle dit que c'est un ouvrage qui a inspiré et servi de paradigme pour des générations donc, de lettrés coréens, aussi bien à l'intérieur des structures gouvernementales qu'à l'extérieur. Donc c'est vraiment un ouvrage qui aussi, non seulement un manuel, mais aussi un ouvrage d'inspiration pendant toute la période Choson, c'est-à-dire cette très très longue dynastie coréenne qui a duré de 1392, donc de la fin du XIVe siècle, jusqu'à 1910, c'est-à-dire donc jusqu'à l'aube de l'ère moderne. Alors, c'est probablement ce statut de manuel canonique de gestion politique qui explique donc la pérennité de ce texte de la Grande Étude, qui en particulier n'a pas manqué d'attirer l'attention des jésuites, des missionnaires jésuites, dont je vous rappelle qu'ils ont été présents en Chine dès la fin du XVIe et pendant tout le XVIIe et le XVIIIe siècle. Parce que, en effet, ce texte de la Grande Étude occupe la place d'honneur dans les premières traductions en latin du corpus confucéen, donc par les jésuites, traduction en latin qui était destinée à présenter les bases de la civilisation et de la culture chinoise aux élites européennes, dans un processus que j'ai appelé un processus de mondialisation avant la lettre. Et donc vous avez dans cet ouvrage un article de Thierry Ménard qui nous a fait l'honneur justement de nous apporter déjà une très précieuse contribution dans notre collection bleue en donnant une traduction d'un ouvrage de Matteo Ricci rédigé en chinois, le Tianzhu Shi, donc le sens véritable du Seigneur d'en haut, qui est une sorte de catéchisme en chinois. Donc Thierry Ménard dit dans son intervention, donc dans son article, que cette grande étude, du fait justement de son caractère extrêmement court, compact, et du fait de sa position importante justement dans le corpus des 4 livres, a été le tout premier classique confucéen à être traduit dans une langue européenne, à savoir le latin, sous le titre de Sapientia Sinica, c'est-à-dire donc de la sagesse chinoise, publié donc en Chine dès 1662. Et donc cette première traduction s'est ensuite accompagnée de la traduction toujours en latin, donc du Zhongyong, donc du milieu invariable, et du Lun, les entretiens de Confucius, pour former donc cette somme monumentale qu'est donc le Confucius Sinarum Philosophus, donc le Confucius, philosophe des Chinois, paru donc en 1687 sous le patronage donc du roi de France Louis XIV. Donc Thierry Ménard observe à ce propos donc que la traduction en latin faite par les jésuites hérite donc d'une double tradition commentariale chinoise, c'est-à-dire d'un côté donc une tradition héritée de la dynastie des Song, c'est-à-dire donc justement des prédécesseurs de Zhu Xi, qui fait de la Grande Étude une sorte de traité de sagesse et qu'on pourrait interpréter en termes européens comme une sorte de traité un petit peu métaphysique,
Et de l'autre côté, une autre tradition, donc héritée des Ming, cette dynastie sous laquelle a vécu Wang Yangming, donc, qui fait de la grande étude donc plutôt un manuel de gestion politique. Et c'est ce qui fait que, à travers donc ces traductions en latin, Confucius a été présenté sous la double image du philosophe, donc le Sinarum Philosophus, donc le philosophe des Chinois, et aussi comme un penseur politique. Donc, à ce propos, je mettrai donc dans la bibliographie en ligne donc, une référence importante que nous devons également à Thierry Ménard, qu'il a publié en anglais, qui s'intitule donc The Jesuit Reading of Confucius, c'est-à-dire donc la lecture jésuite de Confucius, où il reprend justement tous ces éléments sur les traductions latines du corpus canonique confucéen. Alors, il y a dans ce processus de mondialisation suscité par les jésuites, que nous avons étudié il y a quelques années, sans doute l'une des raisons pour lesquelles on voit la grande étude refaire surface dans les débats liés à la question de la modernité chinoise depuis le début du XXe siècle. Alors, c'est pour cela que la dernière partie de notre volume est consacrée donc aux multiples et divers modèles de la réapparition donc, de la grande étude à l'ère moderne. Depuis, ce sont des aspects qui couvrent aussi bien donc, les théories politiques que les pratiques religieuses contemporaines, mais on peut dire que le dénominateur commun de toutes ces formes de résurgence reste probablement cette très problématique continuité que ce texte unique en son genre prétend véhiculer à travers le temps et l'espace. Alors, cette continuité, vous la trouvez, alors n'ayez pas peur, vous voyez cette grosse tartine de chinois qui représente donc le début très fameux donc, de ce texte de la grande étude et qui vous met en texte cette notion de continuité. Et donc, parce que ce début était extrêmement connu, je pense que ça vaut la peine de le lire intégralement. Alors, 大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善. Donc, le Tao ou la voie de la grande étude consiste. Alors, ici, nous avons une étrange répétition donc de Ming. Le premier Ming est à prendre comme un verbe, c'est-à-dire faire briller, faire resplendir, donc Ming De, donc la vertu lumineuse, littéralement, la lumière de la vertu. Cette voie de la grande étude, Zai Qimin, réside aussi dans le fait d'être Qimin, littéralement être proche du peuple comme de sa propre famille, c'est-à-dire en fait traiter le peuple comme sa propre famille. Et elle consiste aussi dans le fait de zhiyu zhishan, c'est-à-dire de ne s'arrêter que dans le bien suprême. Alors ensuite, vous avez une construction en sorite, c'est-à-dire donc cette construction qui constitue une sorte de concaténation, c'est-à-dire un enchaînement de propositions de type si A alors B, si B alors C, si C alors D, etc. Donc, cette construction en sorite est là justement pour marquer cet effet de continuité. Alors, 知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，
lü后能得. Donc, savoir où s'arrêter permet d'être ting, d'être fixé. Une fois qu'on est fixé, l'esprit peut connaître le ting, le repos. Le repos, une fois que l'esprit est au repos, cela conduit à la paix. La paix, à son tour, conduit à la réflexion, lu. Et la réflexion permet d'atteindre le but, d'arriver à ce qu'on cherche. Alors, donc là, vous voyez donc cet enchaînement parfait donc, qui vous donne cet effet de continuité. Wu you ben mo, shi you zhong shi, zhi suo xian hou, ze jin dao yi. Donc, toute chose a ses ben mo. Alors donc, ici, vous avez de nouveau donc, cette dualité des racines et des branches. Toute chose donc a une racine ben, et des branches. Donc toujours ce graphème de l'arbre avec un trait en dessous pour la racine et un trait au-dessus pour les branches. Shi you zhong shi, donc tout fait ou tout événement a un zhong shi, une fin et un début. Donc là où nous aurions tendance à dire un début et une fin, ici, très paradoxalement, donc, le chinois dit une fin et un début. Alors ça, c'est quelque chose, c'est un paradoxe que vous retrouvez également dans la structure du livre des mutations, où vous avez donc l'avant-dernier hexagramme qui désigne en fait là un commencement, une fin plus exactement, et le dernier hexagramme qui désigne un commencement. Donc ça, c'est un paradoxe que vous retrouvez ici, parce que au fond, on pourrait dire que donc la fin, ça n'est que l'annonce d'un nouveau commencement. Donc ici, en fait, vous avez cette idée que la fin rejoint donc un commencement. Alors, zhi suo xian hou, donc savoir ce qu'il y a avant, ce qui vient avant et ce qui vient après, ze jin dao yi, ça c'est être proche du Tao, être proche de la voie. Et alors, donc, dans la suite, en fait, la concaténation qu'on a vue tout à l'heure fait l'objet donc d'une explicitation qui fait entrer en ligne de compte justement ces trois niveaux, ou même plutôt ces quatre niveaux, donc du Tianxia, donc ce qui est sous le ciel. Si je pouvais, oui, Tianxia, le Guo, le pays, la famille, et le Shen, c'est-à-dire la personne. Alors, Gu zhi yu ming ming de yu tianxia zhe, xian zhi qi guo, yu zhi qi guo zhe, xian qi qi jia, yu qi qi jia zhe, xian xiu qi shen, yu xiu qi shen zhe, xian zheng qi xin, yu zheng qi xin zhe, xian cheng qi yi, yu cheng qi yi zhe, xian zhi qi zhi, zhi zhi在格物. Donc, dans l'Antiquité, donc je pense là aussi que non seulement en regardant le texte, mais en l'écoutant aussi, vous avez perçu donc là aussi cet effet de sorite. Donc, dans l'Antiquité, pour faire resplendir la lumière de la vertu dans le monde entier, c'est-à-dire sous tout le ciel, on commençait par ordonner son propre pays, le Guo. Pour ordonner son propre pays, on commençait par régler sa propre maison ou sa propre famille.
Pour régler sa propre maison, on commençait par se xiushen, par se perfectionner soi-même. Pour se perfectionner soi-même, on commençait par rendre droit son cœur, zheng qi xin. Donc là, vous avez toujours en fait cette image de la rectitude. On avait eu l'occasion il y a quelques années de nous arrêter, nous avions eu l'occasion de nous arrêter sur ce terme de zheng. Et j'avais fait remarquer que c'est un des caractères chinois les plus carrés. Le terme de zheng que vous avez ici, qui tient parfaitement dans un carré et qui désigne justement cette stabilité, le fait d'être vraiment droit dans son cœur. Pour rendre droit son cœur, on commençait par rendre authentique son intention. Sheng qi yi. Pour rendre authentique son intention, on commençait par développer sa connaissance. Et on développait sa connaissance en examinant les choses. Alors ensuite, après cette concaténation, on redescend la chaîne. Alors, ge wu er hou zhi zhi, zhi zhi er hou yi cheng, yi cheng er hou xin zheng, xin zheng er hou shen xiu, shen xiu er hou jia qi, jia qi er hou guo zhi, guo zhi er hou tian xia ping. Donc, c'est en examinant les choses que la connaissance atteint sa plus grande extension. Et une fois étendue la connaissance, l'intention devient authentique. Une fois l'intention authentique, le cœur devient droit. Et c'est en rendant droit le cœur que l'on se perfectionne soi-même. C'est en se perfectionnant soi-même qu'on règle sa maison. C'est en réglant sa maison qu'on ordonne son pays. Et c'est lorsque les pays sont ordonnés que la grande paix s'accomplit par tout l'univers. Et la phrase de conclusion, sur laquelle je vais devoir m'arrêter aujourd'hui, donc, Zi tianzi yi zhi yu shu ren, yi shi jie yi xiu shen wei ben. Donc, pour le Fils du ciel, comme pour l'homme ordinaire, donc sur toute la hiérarchie sociale, l'essentiel, la racine, consiste à se xiushen, à se perfectionner soi-même. Qi ben luan er mo zhi zhe fou yi, qi suo hou zhe bo, qi suo bo zhe hou, wei zhi you ye. Donc, laisser littéralement la racine en désordre, en espérant maîtriser les branches. Donc là, toujours cette dualité, moi, les racines et les branches. Donc, laisser l'essentiel au désordre en espérant maîtriser donc l'accessoire, voilà quelque chose qui n'existe pas, voilà qui est impossible. Et négliger ce qui vous tient à cœur en attachant de l'importance à ce qui n'a pas d'importance, voilà qui ne s'est jamais vu. Donc, vous avez dans ce début de la grande étude, à travers ces formulations extrêmement répétitives et ces constructions en souride, donc cet effet de continuité et de succession ordonnée qui décrit donc une progression graduelle, étape par étape, qui commence donc dans le développement personnel du souverain et qui se diffuse en quelque sorte par cercle concentrique, par contagion, on pourrait dire, à l'échelle de la famille, puis à l'échelle du pays, et enfin à l'échelle du monde. Donc, j'ai voulu, justement, en vous infligeant ce très long texte, vous montrer comment se traduit en texte, en effet rythmé et rimé, donc, ce continuum dont nous avons tellement parlé. J'espérais pouvoir vous en dire un peu plus aujourd'hui, mais je suis obligée de m'arrêter là. Donc, nous reviendrons sur différents aspects justement donc, de ce continuum développé dans cet ouvrage que je viens de vous présenter aujourd'hui. Et merci de votre attention. Merci.